Bonjour. Bonjour, merci. Ah, toujours pas. Je crois que c'est bon. Bonjour, j'ai l'honneur de vous accueillir, de vous dire quelques mots pour vous accueillir ce matin dans ce colloque, donc, en tant que directeur du Musée d'Art moderne de Paris. Vous remercier d'être présent à cette troisième et dernière journée de ce colloque sur la céramique et qui fait suite à l'exposition Les Flammes, qui est une exposition nous avons organisée, le projet remonte, je crois, samedi avec Anne Dressen à 2016 ou 2017. Donc c'est un projet qui s'est construit à la fois rapidement, parce qu'il partait d'une idée qui était comme à la suite des expositions qu'Anne Dressen avait déjà faites sur la vidéo, sur le décor, sur les bijoux, de faire un pas de côté pour essayer de mieux comprendre ce qu'est la création aujourd'hui à partir de la création du passé, de ce que sera la création future, en s'intéressant à quelque chose qui nous paraissait de plus en plus intéressant, de plus en plus vif et fascinant, qui était la céramique. Je crois que la discussion avait commencé par une œuvre qui finalement a fait l'affiche, qui était Ron Nagel, et cela aboutit à cette exposition et ça aboutit à ce colloque aujourd'hui qui lui aussi fait un peu un pas de côté par rapport à l'exposition, puisqu'il est décalé. L'exposition a été une suite de décalage du fait de la pandémie. Et ce colloque maintenant est décalé par rapport à l'exposition, mais en tout cas, je crois que ça rend les choses d'autant plus intéressantes et je suis très impressionné par la qualité de ce programme, la qualité des interventions et de ce qui s'est dit et de ce qui va se dire encore aujourd'hui. Alors, je voulais remercier évidemment ceux qui se sont associés à ce projet, Éric de Chasset et Liane Achat, la Société des Amis du Musée national de la céramique, qui fête ses 90 ans, la Manufacture de Sèvres, bien sûr, le Musée des Arts Décoratifs, qui est évidemment on parlait à l'instant de Matet, et qui reste évidemment une référence, je pense, pour beaucoup de musées. Je me souviens, il y a longtemps, travaillant avec Harald Zeman, que Matet avait été déjà, tout le programme des arts décoratifs était aussi pour lui quelque chose d'absolument inspirant et avait été au départ même de une forme de vocation et de regard sur l'art qu'il portait l'art très ouvert que Harald Zeman portait sur l'art d'aujourd'hui. Et bien sûr, remercier les organisateurs du colloque, Sébastien et Anne, qui ont fait ce travail formidable. Alors, la journée sera passionnante aujourd'hui. Je mélange un peu les thématiques de ces différentes journées, mais je crois qu'il est question de genre aujourd'hui, il est question d'humour, si j'ai bien compris, ce qui est un élément très, très important, je trouve aussi, dans le genre, évidemment, le questionnement sur le genre, la question d'humour, la question aussi sur cette question que j'ai découvert dans l'exposition, qui était la notion de casser, pas casser, qui était un point très, très important sur la céramique japonaise, une partie de la céramique japonaise. En tout cas, je vous souhaite une très belle journée et je suis impatient aussi de trouver une trace plus tard de ce colloque où j'ai cru comprendre que c'était d'une très grande, non seulement qualité, mais intérêt, et en ouvrant aussi, par les différents points que vous avez abordés, de nombreuses questions qui permettront peut-être de faire d'autres expositions et d'autres colloques. Donc, une très bonne journée à vous et merci à tous d'être là.
Je vais inviter Morad Montazami à venir nous rejoindre aussi. Nous serons au complet pour cette session. Qui ne portera pas sur l'humour, enfin, je ne sais pas, mais en tout cas, le sujet de départ, c'est les conflits politiques et les résistances. Alors bon, ces sujets-là ont été déjà un petit peu abordés les jours précédents, hein, ce qui est normal parce que les thèmes se croisent et s'interpénètrent. Donc, et nous les aborderons encore au-delà de cette matinée, encore cet après-midi, je pense. Alors, bon, quand on regarde le programme, ça pourrait sembler une union, un étrange mariage. C'est deux sujets, hein, la France de Vichy occupée, le Maroc des années 60, sous l'état du régime d'exception, et puis l'Irak aussi, qui dans ces années 70, vous allez en parler, Morad, un pouvoir voilà, assez compliqué. Donc, en fait, ils ont en commun ces deux sujets de répondre à des périodes voilà, tumultueuses, instables, violentes aussi, et la question du pouvoir oppresseur, et donc de voir aussi dans ce cadre comment l'art peut aussi être synonyme de propagande, de résistance, etc. Alors, nous aurions pu évoquer les vases grecs et les représentations des batailles. On aurait pu aussi évoquer la Commune en 1870, avec par exemple l'engagement de Charles Lautre, qui est le futur, enfin en 70, il n'est pas encore directeur de Sèvres, mais il le sera plus tard, et qui a dirigé, était le président d'un comité de protestation contre l'annexion de l'Alsace-Lorraine. Donc vous voyez, les céramistes au cours du temps se sont engagés dans ces conflits politiques, etc. Donc c'est un sujet voilà, qui est intéressant. Et pour aujourd'hui, on a cette session, en tout cas, on a limité à deux sujets qui vont confronter l'Occident et le Moyen-Orient. Et on verra s'il y a des comparaisons possibles, des différences. Ce serait intéressant d'envisager les deux de façon voilà, parallèle. Alors, pour commencer, donc, nous accueillons Judith Cernogora. Sonia Banting, en fait, est absente pour des raisons de santé, donc nous pensons à elle. Et Judith, donc, vous êtes conservatrice du patrimoine, vous êtes également, enfin, vous êtes responsable des collections contemporaines à Sèvres, et vous êtes la commissaire de la future exposition qui va ouvrir à l'automne 2022, intitulée Formes vivantes. Donc, on est très heureux de vous écouter sur ce sujet qui porte sur Sèvres pendant l'occupation. Alors, tout d'abord, je voudrais remercier les organisateurs du colloque pour l'invitation et puis pour toute l'organisation. Et j'ai effectivement une pensée pour ma collègue Sonia Banting. Pour commencer, quelques éléments de contexte. Georges Le Chevalier Chevignard, directeur de la manufacture de 1920 à 1938, engage un ambitieux programme pour redonner à Sèvres l'image brillante d'une institution qui s'ouvre à la modernité. L'exposition des arts décoratifs et industriels modernes, qui se déroula à Paris en 1925, puis celle des arts et des techniques appliquées à la vie moderne en 1937, furent autant de moteurs décisifs pour la création. Vous avez ici une vue de l'extérieur du pavillon de la céramique et de la verrerie de l'exposition 1937, avec l'architecture qui reprend d'ailleurs la forme d'un four. Et vous avez ici la vue du pavillon de la manufacture de Sèvres avec cette fresque qui était une commande de l'État au peintre Marcel Gromer. Sèvres incarne alors un style classique français basé sur des formes géométrisées et épurées où le blanc de la porcelaine est mis en valeur par des décors graphiques sobres et rythmés. Une génération de créateurs issus de la manufacture ou bien invités aux talents multiples ont marqué le style de ces années et contribué au succès de Sèvres. Anne-Marie Fontaine, Jacques-Émile Ruhlmann, Jeanne Lévy, Henri Patou, Henri Rapin ou Simon Lissime, pour n'en citer que quelques-uns. Sur le plan administratif, en 1927, la manufacture gagne son autonomie financière. En 1934, le musée est rattaché à la conservation du Louvre. L'autonomie financière de la manufacture prendra fin en 1941, quand elle est administrée par le Mobilier national.
En 1943, elle est intégrée au ministère de l'Instruction publique et des Beaux-Arts. Sur le plan du contexte politique, le 22 juin 1940, l'armistice est signé entre la France et l'Allemagne. Le 10 juillet 1940, l'Assemblée nationale, réunie à Vichy, vote les pleins pouvoirs au maréchal Pétain, qui devient par un acte constitutionnel chef de l'État français. Le régime de Vichy est né. Ces deux faits, donc l'armistice et l'accession du maréchal de Pétain comme chef de l'État français, donc ces deux faits définissent le cadre formel des relations franco-allemandes et la politique intérieure de la France pour les 4 années suivantes. Les lois raciales promulguées par le régime de Vichy, donc la loi du 3 octobre 1940 suivie de qui porte sur le statut des Juifs et son décret d'application du 19 octobre 1940, stipule l'exclusion des Juifs de la fonction publique. Une employée de la manufacture sera concernée, Jeanne Lévy, une des meilleures décoratrices, qui sera arrêtée puis déportée en Allemagne où elle mourra le 31 juillet 1943. Je reviendrai particulièrement sur cette figure à la fin de ma communication. La pénurie de matières premières contraint la manufacture à diminuer sa production, qui se limite aux commandes destinées à la propagande et à l'usage privé du maréchal Pétain ou de l'occupant allemand. Les formes et décors de vases de cette période déclinent la nouvelle iconographie politique, exaltant les valeurs du travail, de la famille et de la patrie. Je vous présente ici le cahier des commandes pour le maréchal Pétain qui est conservé dans nos archives donc à la manufacture, ainsi qu'un dossier également sur ces commandes. Ce cahier est intéressant puisqu'il recense une grande partie des commandes avec leur date et le nombre de pièces qui sont créées. La France de Vichy est une très grande productrice d'images et d'objets. On en a déjà parlé dans certaines communications précédentes. Et 3 artistes vont être choisis sur lesquels repose la politique de propagande de Pétain. Il s'agit de François Cognet, sculpteur, Gérard Ambroselli, graveur, et Robert Lallemand, céramiste. Un homme va également jouer un rôle déterminant, Robert Herret, qui est alors façonnier pour Van Cleef et Arpels, et qui est chargé des relations avec la manufacture de Sèvres jusqu'à l'arrivée de Robert Lallemand. En septembre 1940, le commandant Bonhomme, qui est alors officier d'ordonnance du maréchal Pétain et ami du capitaine Herret, présente ce dernier au docteur Bernard Ménétrel, médecin et conseiller privé du maréchal. Apprenant sa qualité de joaillier, Ménétrel lui demande de concevoir un insigne symbolisant l'unité française aux ordres de son chef, le maréchal Pétain. Il s'agissait de remplacer l'effigie de Marianne et les lettres RF, symbole républicain devenu caduque. C'est donc Herret qui crée en septembre 1940 la francisque gallique, qui est un héritage de la hache franque et un emblème commun aux Gaulois et aux Francs. L'Allemand avait lui aussi dessiné une première ébauche avec ce commentaire « C'est le symbole du sacrifice, c'est le symbole du courage ». La francisque est déclarée insigne du maréchal de France, chef de l'État français. À partir de décembre 1942, Robert Lallemand devient conseiller artistique de Pétain. Vous avez ici collé dans la première page du carnet des commandes du maréchal Pétain un relevé des pièces remises pour Vichy en date du 14 novembre 1941, ce qui permet de recenser effectivement le nombre de pièces à cette époque, enfin pas le nombre de pièces, le type de pièces, donc des assiettes, des vases, également des bonbonnières. Et ce qui est intéressant aussi sur la partie gauche, vous avez les numéros d'accord de la censure qui sont indiqués comme devant figurer sur les pièces. Cette liste a été signée par Robert Herret, dont on vient de parler. Je vous présente ici un projet de décor pour le marly d'une assiette, pour un service pour le maréchal Pétain par Raymond Sub. Donc vous voyez là que les emblèmes du régime sont clairement représentés. Donc la francisque, alors qui est entourée alternativement de gerbes de blé ou de gerbes de laurier. Et puis entre chaque francisque, donc la devise du régime, travail, famille, patrie. Et vous avez ici une des assiettes réalisées, donc avec un décor à fond blanc et un décor à l'or. Et puis tout en haut, vous remarquez donc cette même francisque entourée de la gerbe de blé et toujours avec la devise travail, famille, patrie. Voici un exemple de vase. Ceux-ci sont dus à Adrien Leduc,
Alors, ce décor-là, vous avez 2 vases sur la diapo. En fait, ces 2 décors figurent sur un même vase, donc à la face et au revers. Donc, sur un côté, la représentation d'un paysan dans les champs, et sur le revers, donc cette francisque, avec également alors un semis d'étoiles. Et puis, vous remarquez, alors excusez-moi, c'est pas du tout net, je crois, sur la diapositive, sur la base du pied sur le pied du vase est indiquée donc la mention « offert par le maréchal ». C'est une mention qui est apposée sur de très nombreuses pièces produites à Sèvres et qui indique bien évidemment leur fonction, leur finalité, qui est d'être offert très massivement lors de circonstances d'ailleurs très diverses. Ça peut être aussi bien des compétitions sportives, des comices agricoles, des concours de toutes sortes, mais le but était effectivement de distribuer cette imagerie du nouveau régime à très large échelle sur le territoire. Voici donc le buste un des bustes du maréchal Pétain, créé par François Cognet, donc, qui était donc ce sculpteur dont je vous ai parlé en introduction. François Cognet, c'est déjà un sculpteur et un statuaire officiel puisqu'il a œuvré pour Clémenceau. Il a également créé des portraits de Joffre ou de Lyautey. Donc, il crée un buste de Pétain qui est empreint d'un certain réalisme et qui a évidemment vocation à remplacer les effigies de Marianne au sein des mairies et d'autres lieux officiels. Cognet va également se charger de la réalisation des médaillons, donc des objets de très petite taille, très facilement offerts lors de différents événements, qui sont également à l'effigie du maréchal et avec à chaque fois donc la mention offerte par le maréchal. Donc là, la mention que vous voyez, elle figure sur le côté du buste. Sur l'autre côté, on a la signature de l'artiste. Vous avez ici un exemple de vase créé donc par Robert Lallemand avec, c'est intéressant, on a un peu toutes les étapes là, de la création, une première lettre de commande du 24 septembre 43 qui indique donc la citation à faire apparaître sur l'un des côtés du vase. Vous avez ensuite le dessin du projet par Lallemand, donc avec déjà vraiment les volumes du vase et puis l'inscription, et puis vous avez la réalisation donc, de ce vase. Je ne sais pas si oui, je pense que vous arrivez à lire la citation. Donc, même forme de vase, mais en deuxième grandeur, donc un peu plus petit, avec ici, en décor sur une face, donc ce fameux médaillon du maréchal Pétain, aux 4 angles et les francisques, et puis donc cette citation sur le revers, « Il n'y a pas de société sans amitié, sans confiance, sans dévouement ». Un autre type d'objet qui a été aussi produit en grand nombre, ce sont ces boîtes de menthe, donc des sortes de bonbonnières, donc à fond en bleu de Sèvres, avec un décor alors, donc toujours avec ces étoiles, le médaillon de Pétain, et à l'intérieur du couvercle, la représentation de la francisque et de la devise « Travail, famille, patrie ». Encore une autre forme de vase avec toujours ce médaillon qui cette fois est entouré donc, de 2 lignes, vous voyez, de petits points et d'étoiles. Sur les 2 côtés, vous avez 2 éléments en léger relief qui sont en fait 2 francisques. Et au revers de ce vase, alors là, je n'avais pas de photo pour ce vase en bleu, donc vous avez là, le même mais avec un fond beige rosé. Donc sur le revers, un médaillon avec une figure féminine drapée et qui enlace d'un côté une mère qui tient un bébé dans ses bras et une figure de travailleur avec une pelle dans la main. Donc, une sorte d'incarnation, si vous voulez, de la devise travail, famille, patrie. Encore un exemple de forme et de décor assez différent. Donc, avec ce décor-là très imposant de francisque et de devise, et la devise, c'est un vase Prou numéro 2. Je vous présente ici une lettre de Maurice Jansoli. Maurice Jansoli, il entre comme peintre à partir de 1921 à la Manufacture, et puis il deviendra chef de la décoration. Cette lettre, elle est intéressante, que nous conservons dans nos archives à la Manufacture. Elle est intéressante à plusieurs titres. Déjà parce qu'elle recense le nombre de pièces déjà produites à cette date. Donc, sont mentionnées 945 pièces, et donc
aussi bien des vases que des bonbonnières que nous avons pu voir. Ce qui est aussi très intéressant, c'est que Jean Sauly mentionne le ralentissement de la production qui est dû au manque de matières premières, et il indique également le manque de personnel en raison d'un taux élevé d'absentéisme dû à des mauvaises conditions de santé du personnel. Il y a beaucoup d'échanges dans toutes ces liasses qui sont aux archives très intéressantes justement sur ces questions de manque de matières premières et de personnel. Il est donc fait mention également des grandes difficultés consécutives au bombardement qui a eu lieu quelques mois plus tôt, donc le 3 mars 1942, et qui effectivement va toucher très fortement le site de Sèvres, aussi bien le musée que les ateliers de la manufacture. En effet, plusieurs bombardements touchent, alors en plusieurs années, en 1942, 1943 et 1944. Celui du 3 mars 1942 va être particulièrement désastreux. Les bombes à l'origine, qui sont donc des bombes anglaises, visent les usines Renault à proximité. Et évidemment, il y aura aussi des effets des déflagrations au niveau du site de la cité de la céramique, de la manufacture, pardon. Ces démolitions vont évidemment pénaliser durablement le développement de la manufacture jusque dans les années 60. Des milliers d'œuvres du musée sont détruites, alors certaines définitivement perdues, d'autres dans un état complètement fragmentaire. Et il y aura aussi un impact très important au niveau, donc là vous avez différentes vues des salles du musée, un impact très important aussi au niveau des ateliers de la manufacture où donc des outils de production sont détruits. Vous avez ici à gauche les fioles contenant les pigments pour les émaux et à droite la réserve des moules avec certains moules donc également cassés. À côté de ces photographies existent des photographies de propagande créées par le régime de Vichy, qui indiquent, donc qui évidemment sont passées par la censure, et qui montrent justement comment la manufacture, malgré ces bombardements, reprend rapidement une activité. Donc, je vous présente ici quelques-unes de ces photos qui sont conservées dans le fond du musée Carnavalet. Nous allons maintenant nous intéresser aux commandes pour l'occupant allemand, puisque l'occupant allemand va s'intéresser très tôt à la manufacture de Sèvres, qui évidemment est réputée dans l'Europe entière par la qualité de sa production. Le Reich va passer plusieurs commandes à la manufacture, dont en 1943, un service de table dit de l'État allemand, comprenant 454 pièces, et un plat commémoratif du traité de Verdun à l'effigie de Charlemagne. D'autres ensembles sont destinés à des dignitaires allemands, tel le service à décor de chasse pour Hermann Göring, ainsi qu'à la Feldkommandantur de Saint-Cloud, qui surveille étroitement les agents de la manufacture de Sèvres. Vous avez ici un aperçu de quelques pièces de ce service, donc commandé par Hermann Göring, qui est alors Reichsmarschall, donc maréchal du Reich, et qui commande ce service pour sa demeure de Carinhal, qui est donc une demeure de chasse, puisque Göring apprécie particulièrement la chasse. Et c'est dans cette demeure qu'il regroupe un très grand nombre d'œuvres, des peintures, des tapisseries, mais donc également ces pièces de porcelaine. La commande porte donc évidemment sur un décor en lien avec ce goût pour la chasse. Donc pour décorer ce décor, il est fait appel à deux peintres animaliers allemands, Gerhard Lobenberg, qui s'est fait une spécialité surtout dans la représentation de cerfs et d'ours. Donc c'est lui qui va être principalement chargé de la réalisation de ces dessins pour certaines pièces du service. Et vous avez ici sous les yeux plusieurs dessins de faucons, donc par Renswaller, qui était également un peintre animalier et qui à côté était également un fauconnier, donc avec un goût pour ces représentations. Vous avez ici donc le dessin et puis ici donc sa traduction sur la cafetière du service. Ce service devait comprendre 29 pièces différentes et était destiné à 120 convives. Donc on retrouve assiette plate, assiette creuse, assiette de dessert, plat à fromage, légumier, etc., etc.
Je vous présente ici une des assiettes du service, donc avec ce fond vert et ce décor alors qui reprend des motifs de feuilles de chêne, et puis donc 3 cartouches avec traités en camaïeu, donc ces serres. Et puis au centre de l'assiette, vous avez les armoiries de Göring qui sont représentées. Au revers de certaines pièces, cette mention indique voilà, la destination de ce service à l'occasion du 50e anniversaire de Göring. Pour suivre cette commande, un historien de l'art et avocat, Nicolas Moufang, est nommé. C'est l'ancien directeur de la manufacture de faïence de Karlsruhe et également l'ancien chef de la manufacture nationale de porcelaine de Berlin, qui donc a effectivement une certaine connaissance technique de la porcelaine et qui est donc nommé conseiller de Göring et également chargé d'affaires spéciales du Troisième Reich et qui a particulièrement comme mission le suivi de la bonne production de ce service. Ce qui est intéressant, c'est que, donc je vous ai dit, en raison du manque de matières premières et de l'important absentéisme, plusieurs employés sont obligés de faire un certain nombre d'heures supplémentaires. On a le relevé donc, de ces heures et un certain nombre de courriers montrent l'empressement, voire l'agacement devant le retard pris à la production de ce service. Je vous présente ici des dessins de projets pour un service pour Hitler. Vous avez une première version donc avec un fond ocre rehaussé de croix gammées et avec dans la partie supérieure donc cet aigle stylisé, le Parteiadler, donc le symbole officiel du parti nazi. Et puis une autre version dans la version de droite avec donc cette succession d'aigles et donc le H de Hitler au fond du bassin. Donc, d'autres objets ont été commandés. Une commande portait sur des objets pour la commémoration en fait, du 1100e anniversaire du traité de Verdun avec cette coupelle, donc avec une représentation de Charlemagne. Nous n'avons pas nous-mêmes cet objet dans les collections à Sèvres. Donc, celui-ci est au musée de l'Armée à Paris. Donc, vous voyez avec la représentation de Charlemagne et au revers, donc cette citation latine. En 1943, Adolf Hitler a défendu, en collaboration avec tous les peuples d'Europe, l'empire de Charlemagne, divisé par ses petits-enfants en 1843. Donc, cet objet servait très certainement de cadeau diplomatique ou militaire. Nous avons par contre dans les collections à Sèvres ce plat donc également à effigie de Charlemagne, donc là qui est voyez, avec un voilé, et cette même citation latine au revers. Je vous parlais de ces questions de personnel. Vous avez ici un relevé mensuel de l'absentéisme au sein de la manufacture. On a des relevés mensuels. C'est très intéressant puisqu'effectivement, ils sont très importants. Alors évidemment, il y a des causes indéniables, hein. Il y a des motifs de grossesse qui sont indiqués, mais c'est vrai qu'on peut se demander si cet absentéisme, qui très certainement est effectivement dû à des conditions sanitaires aggravées par le contexte de guerre, mais on peut aussi s'interroger sur la possibilité d'une sorte de résistance passive au sein des effectifs de la manufacture, avec une sorte de refus des agents de participer à cette production qui est donc entièrement dédiée à la production du régime de Vichy et de l'occupant allemand. Ce qui est assez bien résumé par Max Terrier, donc qui prendra la direction de la manufacture à partir de 1943 et qui rédige un certain nombre de rapports et qui indique, donc, notamment dans une note, la manufacture ne devait rien faire d'autre que d'exécuter les commandes qui nous étaient passées, en considérant que le directeur allemand agissait à Sèvres à peu près comme dans son propre établissement. Donc, on est effectivement dans un cadre de production qui est totalement contraint par le contexte. Pour terminer cette communication, et aussi parce qu'il semblait important de l'incarner, je voudrais revenir donc sur la figure de Jeanne Lévy, qui est donc née en 1894 à Paris, de parents juifs alsaciens, et qui va démontrer très jeune des talents de dessinatrice, de peintre. Elle va entrer à 18 ans aux arts décoratifs, où elle va étudier la peinture, le pastel, la gouache.
Et elle va envoyer très régulièrement des projets de décor à Sèvres. Certains vont être acceptés, donc d'autres vont être refusés. Donc à partir de 1922, elle envoie très très régulièrement ces types de projets. Vous avez ici plusieurs exemples de projets qui sont donc conservés dans nos archives. Et en 1928, elle va devenir décoratrice auxiliaire, c'est-à-dire non titulaire, à la Manufacture de Sèvres, où elle sera donc active jusqu'en 1940. Vous avez ici le registre donc, qui recense l'état des modèles proposés par Jeanne Lévy. Nous conservons 56 projets dans notre fonds et 3 vases également. Voici une lettre du directeur général des Beaux-Arts adressée au directeur de la Manufacture de Sèvres le 24 octobre 1940 qui indique que parmi les questionnaires, donc les agents de la manufacture ont dû remplir un questionnaire indiquant la nationalité de leur père et qu'il leur manque la réponse de Jeanne Lévy. Je vous passe, il va y avoir tout un échange de courriers et finalement Jeanne Lévy, qui rentre donc dans le cadre de cette nouvelle loi portant sur le statut des Juifs, va être licenciée en décembre 1940. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il va y avoir beaucoup de courriers de la part de Jeanne Lévy qui demande un certificat, que le directeur de la manufacture lui adresse un certificat attestant de son emploi à Sèvres, de la date et de la cause précise de son licenciement. Elle va finalement être arrêtée le 27 novembre 1942 pour faux et usage de faux en matière de carte d'identité. Elle sera emprisonnée à la Santé et transférée à Drancy le 20 janvier 1943 sous le matricule 18 931. Pendant sa captivité à Drancy, entre les mois d'avril et de juin 1943, elle va réaliser des aquarelles qui illustrent la vie dans le camp de Drancy. Ce sont vraiment des documents exceptionnels. Je remercie d'ailleurs le Mémorial de la Shoah à Paris pour l'envoi des visuels, puisque ce sont aussi des témoignages extrêmement précieux sur les conditions de vie à l'intérieur du camp de Drancy. Donc, vous avez ici plusieurs vues des dortoirs et des femmes donc, qui partagent son quotidien. Donc, Jeanne Lévy va finalement être déportée avec son frère Albert par le convoi 58 parti du camp de Drancy le 31 juillet 1943 à destination du camp d'Auschwitz où elle mourra. À la demande de son père, en 1945, elle sera finalement réintégrée dans les effectifs de la manufacture par un arrêté du 14 novembre 1945 avec effet rétroactif, à compter du 19 décembre 1940. Ce qui signifie que les salaires et assurances sociales qui lui sont dus et qui sont alors estimés à 56 347 francs seront versés à sa famille. En conclusion, la libération signifie pour la manufacture et le musée une longue période de reconstruction et de réorganisation. Henri-Pierre Fourès devient directeur du musée en 1945, poste qu'il occupe jusqu'en 1981. Le directeur de la manufacture, entre 1948 et 1963, Léon-Georges Baudry, est chargé du renouveau économique et de la reconstruction de l'entreprise. Les artistes Émile Decoeur, Maurice Jansoli, qui étaient déjà installés à la manufacture, représentent un essor artistique avec le renouveau de la production de grès notamment. Ils seront suivis entre autres par François Orlandini et René Colamarini, avec de nouvelles créations sculpturales et notamment des surtouts de table. Il faudra vraiment attendre les années 60 avec la nomination de Serge Gauthier à la direction de la manufacture sur proposition d'André Malraux pour que Sèvres se relève et entre de plein pied dans la modernité. Je vous remercie. Merci beaucoup, Judith, pour cette conférence bouleversante. Je pense qu'il y aura beaucoup de questions et comme hier, on les fera regrouper avec Morad pour cette session. Donc, on va écouter maintenant Morad Montazami. Donc, vous êtes historien d'art, commissaire d'exposition. Vous êtes aussi directeur de la revue Zaman et directeur des éditions Zaman Books. Vos sujets de recherche s'inscrivent dans le champ des études transnationales et postcoloniales, avec un intérêt sur les aires arabes, africaines, asiatiques. Et aujourd'hui, pour nous, vous allez nous parler de l'interaction entre la Biennale de Bagdad et l'École des Beaux-Arts de Casablanca.
On vous écoute. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je mets en plein écran, c'est ça? Ici? OK. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et tous. Merci infiniment pour l'invitation et très heureux de pouvoir participer à cette discussion en résonance avec l'exposition Les Flammes, qui était une exposition vraiment unique en son genre et assez géniale. Qui permet aussi, j'imagine, d'introduire des discours comme celui que je vais vous proposer, qui n'est pas très spectaculaire en termes de céramique ou de technique ou de matérialité ou d'esthétique, mais qui est plutôt une question marginale, notamment dans certains de mes sujets d'études, donc comme l'historiographie de l'École des Beaux-Arts de Casablanca ou de la Biennale de Bagdad, entre les années 60 et les années 70. Donc, je dis sur une question mineure, peut-être même, on pourrait même parler d'un genre majeur. Je parle de la céramique, disons, pour aller être très vaste dans le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, pour géographiser de manière assez abstraite. Et donc, certainement un genre majeur, puisque c'est les grands centres, finalement, de la céramique et de la poterie depuis la préhistoire, notamment l'Irak, tout simplement. Mais qui devient aussi un genre mineur à l'époque moderne et notamment sous le protectorat franco-espagnol notamment. Et donc, dans l'observation, on va dire, marginale que je peux essayer de faire des pratiques liées à la céramique ou de la présence de la céramique dans ce contexte, qui fait se rejoindre donc l'Afrique du Nord avec le Moyen-Orient. Bon, certains argumentent de nos jours pour remplacer la catégorie de Moyen-Orient par Asie de l'Ouest. On pourra éventuellement en discuter si c'est source d'interrogation. Et donc, encore une fois, le genre de la céramique qui devient aussi, qui passe de genre majeur, historique, on va dire classique, à genre mineur ou marginalisé ou invisibilisé, en tout cas dans ces formes considérées comme authentiques par les artistes marocains, donc à l'époque du protectorat franco-espagnol. Là, ici, en l'occurrence, vous voyez une image du jardin de l'École des Beaux-Arts de Casablanca vers 1965. Donc, on est déjà un peu moins d'une dizaine d'années après l'indépendance du Maroc en 1956. Et il est certain que dans une situation littéralement post-coloniale ou post-indépendance, beaucoup de médiums, de genres ou de formes considérées ou dites comme traditionnelles et populaires se sont retrouvés requalifiés, réinvestis, réappropriés par les artistes marocains dans la période post-indépendance, et notamment dans une certaine prise de pouvoir des artistes marocains et des artistes locaux par rapport à leurs infrastructures nationales qui étaient donc par définition jusque-là contrôlées et organisées par le dispositif colonial français de manière générale et espagnol aussi pour le nord du Maroc, notamment à Tétouan, où les Français comme les Espagnols ont élaboré énormément de musées des arts dits traditionnels, de musées des arts appliqués, de musées de la préhistoire et autres, qui ont tous connu, encore une fois, une requalification aussi et un destin différent après l'indépendance du Maroc. Donc ça, c'est pour le contexte historique et colonial. Et encore une fois, du coup, j'ai saisi cette occasion et donc l'invitation que m'a faite Anne Dressen d'essayer de finalement rentrer là où je ne m'étais moi-même pas tellement interrogé, parce que la plupart de ces artistes se sont exprimés beaucoup à travers la peinture, la fresque murale et d'autres médiums que la céramique. Mais effectivement, en me repenchant là-dessus, on peut aussi remarquer que la céramique a quand même une présence certes marginale, mais en tout cas qui dit beaucoup de choses justement sur cette transition de la période postcoloniale. Donc ici, je n'ai pas fait attention au temps, c'est 20 minutes au total. Moi, je ne fonctionne pas avec des notes. Il faudra peut-être me dire 5 minutes avant. Donc là, vous voyez une photo qui montre Tony Maraini à gauche et Farid Belkaya à droite. Bon, les deux personnages au premier plan. Donc Tony Maraini, qui est
qui est une anthropologue et historienne de l'art italienne, mais qui était une compagnon de route du groupe de l'école de Casablanca, puisque l'école des beaux-arts de Casablanca, qui a été fondée par les Français en 1919, mais dont moi je vais parler plutôt post-indépendance, au moment où finalement c'est la première fois qu'il y a un directeur marocain qui dirige l'école des beaux-arts et que toute cette rénovation méthodologique, artistique, pédagogique va avoir lieu, se joue notamment à travers ces deux personnages, Farid Belkaya, que vous connaissez peut-être parce qu'il a eu récemment une rétrospective au Centre Pompidou. Donc, pour ceux qui voient toutes les expositions du Centre Pompidou, vous avez vu la rétrospective de Farid Belkaya il y a moins d'1 an. Et donc, ça vous dit aussi comment des artistes à l'échelle de l'histoire moderniste, assez peu identifiés et marginalisés, aujourd'hui, au XXIe siècle, sont remobilisés, redécouverts et réexposés, redocumentés par les musées du monde entier. C'est le cas de plusieurs artistes de l'école de Casablanca, dont Farid Belkaya, dont Mohamed Melehi, dont j'avais organisé moi-même une exposition qui a tourné dans 3 pays en 2018. Et Mohamed Cheba et encore d'autres figures comme Mohamed Hamidi, qui fait aussi partie des collections du Centre Pompidou d'ailleurs, comme Farid Belkaya, comme Mohamed Melehi. Et d'autres musées également. Le musée d'art moderne de la ville de Paris a des œuvres de Ahmed Cherkaoui qui étaient aussi liées à l'école de Casablanca. Donc là, sur cette photo du jardin de l'école, qui nous parle aussi d'une certaine prise de pouvoir sur l'espace public de manière générale à partir des années 60, qui n'était pas possible avant, donc de l'intrusion des pratiques artistiques dans l'espace public ou hors de l'école et des ateliers qui eux-mêmes vont devenir des lieux où on va surpasser la peinture de chevalet ou dépasser la peinture de chevalet pour travailler des méthodologies dites expérimentales à l'époque, dans les années 60, au Maroc, dans un pays où, encore une fois, il n'y avait que l'infrastructure artistique et artisanale guidée par le protectorat franco-espagnol et pas d'initiative des artistes locaux avant cette époque. Farid Belkaya, quand il arrive à la direction des Beaux-Arts de Casablanca, il a à peine 23 ans. Mais il faut dire qu'avant lui, il y avait un monsieur qui s'appelait Maurice Arama, qui était déjà le premier directeur marocain de l'école, qui avait dirigé l'école entre 1960 et 1962. Ici, en fait, vous voyez des travaux d'étudiants sur lesquels j'ai repéré effectivement qu'il y avait une utilisation accrue de carrés de céramique qui venaient s'agencer sur des surfaces monochromes, qui sont en elles-mêmes donc des travaux d'étudiants, mais guidés par les artistes dont j'ai parlé. Là, il se trouve qu'on va regarder plus des œuvres d'étudiants des grands artistes que j'ai cités que des œuvres de ces artistes. Et encore une fois, là, on voit à travers ce type d'objet à la fois monochrome et polychrome, dans une esthétique moderniste, minimaliste, et en même temps matinée ou augmentée de surfaces polychromes faits de carrés de céramique, synthétise bien l'esprit de l'époque qui était à la requalification de l'authentique ou à la réappropriation du traditionnel et du populaire dans un langage moderniste et encore une fois dit expérimental pour son époque. Ici, on peut voir que les professeurs de l'école, qui sont vraiment les grands noms dont j'ai parlé, comme Mohamed Melehi, agencent leurs œuvres avec celles des étudiants. Ici, on a toujours encore d'autres structures polyvalentes comme ça, modulaires, à la fois monochrome et polychrome, et qui fréquentent les sculptures de vagues de Mohamed Melehi, qui sont sur leur socle multicolore, toujours dans le jardin de l'école. Et Mohamed Melehi, lui, dans son utilisation du motif de la vague, il y avait quelque chose déjà de l'ordre de la sinuosité ou de la variabilité entre pratique du design, pratique des arts appliqués et pratique avant-gardiste intégrées les unes dans les autres. C'était justement des artistes dans ce contexte pédagogique tout à fait exceptionnel. Je ne dis pas que c'est le seul pays d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient à avoir établi une telle méthodologie artistique aussitôt, dès le début des années 60, mais quand même, il n'y a pas beaucoup d'exemples aussi, je dirais, embrassants, synthétiques, qui peuvent se mesurer aussi à d'autres méthodologies comme celle du Bauhaus, qui était explicitement digérée et revendiquée aussi par les artistes comme Melehi et Cheba et Belkaya. Là, on voit un exemple vraiment peut-être
très abouti, très impressionnant, avec une exposition des étudiants de l'école à la fin des années 60, donc toujours sous la direction de Mohamed Cheba et Mohamed Melehi. On peut voir des céramiques qui sont posées sur les étagères, alors qui sont issues de l'atelier d'un céramiste suisse qui s'appelait Duckert, et qui enseignait à l'école des beaux-arts de Casablanca, comme d'autres professeurs non marocains qui étaient justement là depuis la fin de la période du protectorat et qui sont restés les premières années de l'arrivée de nos grandes figures révolutionnaires ou postcoloniales que sont Belkaya, Cheba et Melehi. Et puis là, ce qui est très intéressant, c'est vraiment voilà, toute cette idée de l'art intégré. Donc, c'est cette expression qu'ils utilisaient, intégration entre les différentes pratiques dont j'ai parlé, intégration spatiale entre surface plane, surface monochrome, réutilisation de la calligraphie koufique, mais géométrisée à la mode des années 60, justement, et effectivement, pas mal de travaux de céramique qui se retrouvent agencés spatialement, c'est-à-dire qui entrent dans un dialogue pratique, dans une espèce d'œuvre d'art totale dans laquelle les étudiants ont investi les rambardes de la mezzanine, produit des fresques en arrière-fond de cette étagère avec les objets en céramique. Enfin, donc voilà, un dispositif, encore une fois, pour la fin des années 60 et pour l'ère géographique dont on parle, peut-être unique en son genre. Donc là, on entre un petit peu davantage dans le... Ah, il faut conclure. Non, pas encore. On entre un petit peu plus dans cette exposition, voilà, qui est vraiment polydimensionnelle, où la céramique n'est pas le seul médium utilisé pour la sculpture, il y a aussi ces cylindres en bois peint. Donc tout ça, ce sont des étudiants qu'on peut identifier, hein, qui sont certains d'entre eux devenus des artistes marocains de premier ordre, même s'ils sont parfois plus connus au Maroc forcément qu'en dehors. Hein. On voit des fresques de Malika Agheznaï, de Abdellah Hariri, de Ali Nouri, qui sont tous des artistes moins connus que leurs professeurs qui, eux, sont aujourd'hui collectionnés par la Tate Moderne et le Centre Pompidou, mais qui sont des artistes de premier ordre au Maroc. Là, on peut voir aussi encore mieux des dispositifs dans lesquels la céramique n'est pas que sur des étagères, mais aussi sur des tables basses. Alors évidemment, l'idée de la table basse ou de poser des objets à proximité du sol, ça renvoie à tout un mode de vie, voilà, on va dire non occidental, mais qui se mesure aussi typiquement avec des stratégies on va dire optiques ou cinétiques, de par les fresques qui entourent aussi ces objets qui, elles, évidemment, sont directement inspirés du modernisme européen et des travaux de Vasarely ou d'autres artistes que les professeurs de l'école connaissaient très bien et avaient même fréquenté. Mohamed Melehi, au début des années 70, va développer beaucoup d'échanges avec Herbert Bayer, cette grande figure du Bauhaus avec qui il va exposer au Mexique en 68, en fait la même année que cette exposition de fin d'année de ses étudiants. Lors des Jeux Olympiques de Mexico en 68, il y a une interaction entre les artistes de l'école de Casablanca et la figure du Bauhaus que représente Herbert Bayer. Là, vous voyez, on voit les objets en céramique en vis-à-vis d'un espace en trompe-l'œil peint sur la scène de cet espace qui était la galerie d'exposition de l'école des beaux-arts de Casablanca, qui est un dispositif en trompe-l'œil de Ali Nouri, que j'ai déjà cité. Mais voilà, toujours est-il que là, on peut voir dans cet espace toute cette question, justement, comme disait Fabrice Ergotte en introduction, du passé, du présent et du futur, c'est-à-dire trouver les modalités au présent dans ce régime d'historicité postcoloniale et post-indépendance où tout s'invente, tout se forme. Il n'y a pas de département d'histoire de l'art, il n'y a pas de revue d'histoire de l'art, il n'y a pas de musée d'art moderne, il n'y a qu'une école des beaux-arts où un groupe de 4-5 figures cosmopolites qui retournent au Maroc après avoir fait leurs études aux Beaux-Arts de Paris ou aux Beaux-Arts de Rome mettent en œuvre une nouvelle infrastructure pour intégrer les pratiques artistiques dites modernes à la vie économique et sociale marocaine dans son développement post-indépendance. Et donc ça va connaître une certaine apogée au moment où Mohamed Melehi, Farid Belkaya et Mohamed Cheba collaborent avec le cabinet d'architectes Faraoui et Demazière, qui était donc un cabinet d'architectes constitué d'un Marocain et d'un Français, mais il faut dire que les Demazière étaient des architectes français au Maroc depuis le début du XXe siècle, 3 générations d'architectes français au Maroc avec les Demazière, et notamment Patrice Demazière dans les années 60, 70, qui va inviter ces artistes à produire des reliefs
des panneaux, des fresques murales, pour certaines en céramique, comme celle-ci qui est de Mohamed Melehi, intégrée donc dans le bâtiment très avant-gardiste également, presque brutaliste de la faculté de médecine de Rabat, donc construit par le cabinet en question. En fait, c'est la fresque avec les petites vagues en céramique que vous pouvez voir en fond, mais qui interagit avec le puits de lumière naturelle qui tombe, entre guillemets, sur cette fresque de petites vagues en céramique. Là, à gauche, vous avez une vue extérieure de cette architecture presque brutaliste de la faculté de médecine de Rabat, et à l'intérieur, une photo noir et blanc où on voit en perspective, encore une fois, ce panneau de vaguelettes en céramique avec le puits de lumière qui crée des effets de miroitement et d'éclairage particulier dans le réfectoire de la faculté de médecine. On a aussi l'hôtel des Almoravides à Marrakech en 1970 avec une grosse porte en cuivre de Farid Belkaya qui est tout au fond là, à l'entrée de l'hôtel, une grosse porte en cuivre avec des motifs sinueux, un peu des motifs de vagues aussi qui rappellent le travail de Melehi. Ok. Et donc ça, c'est un autre exemple d'intégration. Ça pouvait être des portes, ça pouvait être des plafonniers, ça pouvait être aussi des miroirs peints dans les chambres de l'hôtel, mais ça pouvait être aussi vraiment tout le plafond du hall de l'hôtel ou toutes les portes de l'hôtel ou différents types de claustras et de dispositifs dits décoratifs. Là, on voit que ce modèle des vagues, justement en céramique, avec variation chromatique et géométrique de la vague, finalement non répétitive, plutôt modulaire, encore une fois, se retrouve dans cet hôtel des Almoravides, le même où il y avait la porte en cuivre de Farid Belkaya, dans le restaurant donc, de cet hôtel. On voit que là, c'est un dispositif très imposant, qui fait plus de 20 mètres de large. On voit aussi des fragments de ces panneaux lorsque Melehi les travaillait, les préparait à l'extérieur de l'hôtel. Et on peut voir aussi que dans cette génération et dans ce moment, il y a eu des interactions très intéressantes avec des artistes européens comme Carla Accardi. Donc là, c'est effectivement un grand panneau mural en relief abstrait, mais inspiré d'une certaine manière d'un courant post-calligraphique, mais de l'artiste italienne Carla Accardi, qui a eu sa propre expérience au Maroc et qui a voyagé au Maroc de nombreuses fois dans les années 70, qui, de par sa rencontre avec Tony Maraini, Mohamed Melehi, a pu recevoir une commande aussi de Faraoui de Mazières, même si celle-ci n'est pas forcément en céramique, mais je la montre pour dire aussi les interactions que ça a pu produire tout simplement, que ce soit encore une fois avec des figures du Bauhaus ou du modernisme italien ou français. Il y a eu une exposition du sculpteur Bourdelle dans le jardin de l'école des beaux-arts de Casablanca aussi en 61. Il y a une revue qui était très importante à l'époque, qui est une revue fondée par Mohamed Melehi, Tony Maraini, Tahar Benjeloun et Mustapha Nissabouri, qui est une revue qui s'appelle Intégrale, qui commence en 1971 et qui se termine à la fin des années 70, et qui faisait on retrouve tout le design graphique cher à Mohamed Melehi avec la thématique des vagues flammes ou des flammes vagues, et justement dans le même numéro, donc le premier numéro de la revue, une publicité pour la galerie L'Atelier. Alors la galerie L'Atelier, c'était la galerie fondée par Pauline de Mazières, l'épouse de Patrice de Mazières, l'architecte, une femme remarquable qui est toujours en vie, qui vit toujours au Maroc et qui a fondé le premier White Cube au Maroc, qui s'appelait la galerie L'Atelier, qui était actif entre 1971 et 1991, qui est la galerie où a exposé Carla Accardi, justement, qui exposait même ses maisons en plastique rhodoïde à la galerie L'Atelier, où justement le matériau plastique se confrontait aussi avec la céramique dans les objets design ou des objets de déco que Pauline de Mazières pouvait récolter à travers l'Europe et toute la Méditerranée pour les vendre à la galerie L'Atelier, et en même temps qu'elle exposait donc des artistes comme Melehi. Là, on peut voir les peintures de Melehi à l'étage de la galerie et les objets et les céramiques vendus au rez-de-chaussée. On va sur cette thématique du panneau
post-décoratif ou néo-décoratif, avec toute cette notion très chère aux artistes de ce groupe, qui était la notion de migration du motif, et donc d'être dans des formes modulaires, mais aussi de travailler à partir des codifications alphabétiques ou néo-vernaculaires, que ce soit à partir de l'alphabet amazigh, berbère ou d'autres codifications alphabétiques. Ici, on voit un panneau de Hassan Slaoui au Festival culturel d'Assila en 1978, festival très important pour les modernités méditerranéennes, cofondé par Mohamed Melehi, ou d'autres artistes encore plus directement liés au groupe de Casablanca, comme Abderrahman Rahoul, avec ici un panneau en céramique de 1977, où on retrouve aussi à travers ce jeu des cubes émaillés cette notion aussi d'un art modulaire dans la permutabilité entre la disposition ou l'intégration décorative et les pratiques de l'avant-garde. Abderrahman Rahoul, qui a étudié à l'École des Beaux-Arts de Casablanca jusqu'en 1974, lorsque Farid Belkaya a quitté son poste de directeur. Et ensuite, Abderrahman Rahoul est devenu aussi directeur de l'École des Beaux-Arts de Casablanca pendant plusieurs années. On voit que de toute façon, dans son style et dans les objets produits à l'époque, il y avait aussi une fluidité esthétique qui fait que autant les racines marocaines ou tout l'art géométrique du motif du zélige au Maroc, à travers lequel la céramique a pu s'exprimer, n'en reste pas là. Il y a aussi des conversations avec des formes de céramique aussi bien italiennes, japonaises, dans la période moderne, je veux dire, qui peuvent être tout à fait comparables aux mises en conversation avec ce que produisent les artistes marocains. Et puis pour conclure, puisque je suis arrivé au bout de mon temps, je ne peux pas trop développer sur la Biennale de Bagdad, je la prendrai juste donc en conclusion à travers quelques vues d'exposition, qui était une biennale sans doute une des plus importantes des biennales du Sud, après la Biennale de Téhéran qui avait lieu dès le milieu des années 50 et une biennale qui a eu lieu au Koweït en 1969. La Biennale de Bagdad était la première biennale pan-arabe, donc considérée comme transnationale et réunissant un grand nombre de pays de la région, en fait. Et puis, en me replongeant dans la documentation, et notamment dans le numéro 7 de la revue intégrale, qui documente, et qui est le seul document, je crois, vraiment plausible sur tout ce qui s'est passé à la Biennale de Bagdad, qu'effectivement, il y avait tout un département de la céramique, toute une section de céramique. Ici, notamment, on voit les artistes irakiens, dont Al-Azawi, Souad Al-Attar, Hafez Al-Droubi, qui avaient cette pratique entre sculpture et céramique. On voit des formes et aussi des modes de monstration qui sont très actuels d'une certaine manière, avec voilà, des systèmes de socles polydimensionnels et des productions qui vont presque même plus vers l'installation à proprement parler que vers le simple objet dit utilitaire ou non utilitaire, qui se côtoyaient de toute façon sur ce stand de céramique irakienne de la Biennale de Bagdad. Et j'aime aussi à penser, donc toujours en conclusion, que si cette forme du panneau qui peut être mobilisé soit de manière intégrée, soit de manière émancipée à la manière d'une sculpture dans l'espace, a été autant remobilisée dans cette requalification de la céramique dans la période post-indépendance, c'était aussi parce que ce médium pouvait aussi bien se spatialiser dans un cadre que aussi à travers des tout petits éléments justement céramique, produire plutôt un phénomène de dissémination. Et puis, il s'agit aussi d'inventer à l'époque, en 1974 à Bagdad, un mode de regard et de déplacement du spectateur qui n'est pas encore totalement, justement, lui, intégré à l'époque, qui est plus hérité des biennales occidentales comme la Biennale de Venise, et donc qui se rencontre aussi avec des enjeux plastiques, mais aussi de déplacement de regard du corps du spectateur et de qu'est-ce que ça veut dire se mobiliser comme une société post-indépendance vis-à-vis de l'art moderne et de ses pratiques. Voilà, merci beaucoup. Merci à tous les deux pour vos interventions très différentes. Est-ce qu'il y a des questions, puisque c'est le temps des questions dans la salle? Oui. Merci à tous les deux pour votre intervention, enfin vos interventions passionnantes avec beaucoup de choses inédites pour moi. J'ai
quelques questions pour vous. Est-ce que vous avez évoqué la possibilité rassurante d'un débrayage au sein de Sèvres pendant l'occupation? Est-ce qu'il y a des traces d'un quelconque réseau de résistance à Sèvres, comme dans d'autres usines importantes? Et des Vous questions... m'entendez peut-être? Oui, Oui. et j'ai deux questions qui vont avec, je vous les dis tout de suite. Quid de la conservation des pièces littéralement nazies qui sont produites ou potentiellement produites à Sèvres? Et quid de la réponse du directeur à la demande de Yann Lévy? Ça fait beaucoup de choses. Sur l'existence d'un réseau de résistance, je n'en ai pas trouvé mention. Ce que je vous ai dit, c'est vraiment des suppositions sur cette résistance passive à partir des relevés. Et heureusement, comme les Allemands exigeaient énormément de relevés mensuels pour beaucoup de choses, aussi pour la consommation en énergie de la manufacture, on a des relevés très précis. Donc, c'est les seuls éléments, moi, que j'ai trouvés dans les dossiers. Donc, je ne sais pas ça vous dire concrètement. Votre deuxième question sur la conservation des œuvres, je vous indiquais qu'on conserve nous certaines pièces du service Göring. Alors, il y avait 29 pièces au départ, on n'a pas la totalité des pièces, on a une dizaine, en gros, ce que vous avez sur la photo, c'est les pièces que nous conservons nous. Nous avons ensuite récupéré des pièces qui étaient donc dans sa demeure. Vous savez, il avait fait évacuer un certain nombre d'œuvres qui ont été récupérées par les Américains et qui ensuite ont été dispersées entre différentes institutions. Donc, on a aussi ces pièces-là qui sont donc des récupérations de la collection même de Göring. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a des pièces inachevées. Donc, on voit vraiment la peinture en cours sur certaines pièces. Et votre dernière question, c'était... Oui, Jeanne Lévy a obtenu une réponse. C'est assez fascinant de voir dans son dossier que c'est quelqu'un qui a l'air assez tenace. Et donc, elle réclame, elle a un long courrier en argumentant qu'elle a bien lu la loi, les décrets d'application, et que la loi stipule bien qu'elle a droit à des indemnités de licenciement et précisément à 3 mois. Et à force de réclamer, puisqu'au début, elle est un petit peu baladée, et elle va obtenir quand même ces 3 mois d'indemnisation pour son licenciement. Alors, elle va recevoir, ça c'est assez curieux, elle va recevoir un certificat effectivement de Guillaume Janot, qui est le directeur pendant la période de l'occupation, qui lui va lui envoyer un certificat attestant donc qu'elle est bien entrée à Sèvres en telle année, qu'elle avait ce poste de peintre auxiliaire et qu'elle a été licenciée consécutivement aux lois raciales du régime de Vichy. Et puis, il y a une espèce de rétropédalage une année après par le ministère des Beaux-Arts qui indique que pas du tout, elle n'a pas du tout été licenciée pour ces raisons, mais simplement parce que l'on n'avait plus besoin de ses services. Donc, c'est assez drôle aussi de voir ces... Pour compléter la question d'Augustin, moi je me posais la question de ces pièces. Est-ce qu'elles ont été, je me souviens plus, le musée a été ouvert pendant l'occupation, ou s'il y a des périodes d'ouverture ou pas. Est-ce que c'est des pièces qui ont pu être exposées au musée, exposées à d'autres occasions, et tout de suite après le changement de régime, est-ce que c'est des pièces qu'on a voulu détruire, cacher? Quel est un peu Ça, c'est toute une histoire qui resterait à faire sur la question aussi de leur monstration. Je pense que c'était plutôt quelque chose de honteux qu'on a sans doute eu tendance à mettre évidemment en réserve. Donc nous, c'est des œuvres qui sont là, on passe devant, c'est des œuvres qui sont chargées. Je dois dire, c'est des objets qui du coup provoquent quelque chose quand on passe devant. Je trouve qu'il faudrait en faire quelque chose, c'est-à-dire qu'il y a un vrai sujet là, que ce soit par le biais, je sais pas, d'une exposition, d'une publication, d'un colloque aussi en soi, ça pourrait en faire l'objet. Mais leur monstration au sein même de Sèvres, je ne crois pas du tout qu'elles aient été exposées. Là, je parle sous le contrôle de Tamara, mais je ne crois pas. Il n'y a pas encore d'artiste contemporain qui vous a contacté pour travailler là-dessus, non ? Non, alors c'est vrai que ce n'est pas forcément un fonds très connu. Il y a eu un article par Marlène Top, qui est une chercheuse néerlandaise, qui d'ailleurs a fait sa thèse sur Sèvres entre les années 30 et 60, et qui avait publié d'ailleurs un article dans la revue de Sèvres sur spécifiquement le service pour Göring. Donc, il a vraiment été connu à cette occasion. Les visuels sont accessibles sur la base RMN Photo, donc vous pouvez aller voir ces pièces-là. Mais en termes de monstration et de connaissance, notamment d'artistes, pas encore.
Simplement, vous remercier de vos deux présentations à l'autre. Monsieur, je voulais vous signaler que Méléi, enfin, vous le savez sans doute, a travaillé à Sèvres. Il a fait un énorme plat absolument magnifique, justement, avec une grande vague. J'imagine que c'est dans les années 2016-2018. Hein, il y a 2 décors. Voilà. Donc, il a été célébré aussi à Sèvres, cet artiste. D'accord, bah, c'est génial. Non, je ne savais pas. Je ne savais pas, mais ça m'intrigue énormément. Voilà. Donc, c'était dans la période récente, quoi. Donc, oui, on va dire voilà, 2 ans avant son décès. Ouais. Et effectivement, j'avais énormément de conversations avec lui parce qu'on avait fait cette expo qui avait voyagé dans 3 pays, qui s'appelait New Waves, qui était une petite rétrospective de Méléhi, parce que ça n'avait pas l'échelle d'une rétrospective, mais ça traversait toute son œuvre. Et c'est marrant, il ne m'a pas parlé de ça. Ouais. Ah bah, donc, ça m'intrigue énormément et je serais ravi de Mais pourtant, de découvrir le plat ça, est magnifique. Hein. Enfin, oui. Le plat que je connais. Alors, après, Mohamed Méléhi, Méléhi, c'est quelqu'un qui a voyagé, quadrillé, bourlingué d'une manière impressionnante, ne serait-ce que le corpus photographique sur lequel je travaille, qui traverse aussi bien donc, la Biennale de Bagdad que l'histoire de l'École des Beaux-Arts de Casablanca, que les Jeux Olympiques de Mexico. Il a tout photographié, il était partout, son appareil photo était donc... Et effectivement, il a aussi travaillé partout où il a voyagé, il s'est connecté avec un nombre de protagonistes très impressionnant. Bah, pour moi, c'est une surprise et je serais ravi de découvrir ces objets. Très coloré, enfin, très beau plat. Ah bah voilà, génial. On a même l'artiste. Ouais. C'est vrai que dans la période récente, il aimait bien, il avait introduit la feuille d'or aussi dans ses peintures. C'était pas la feuille, ouais. En tout cas, je serais ravi de voir ça, avec grand plaisir. Voilà. Et puis, pour Judith, je voulais lui demander quel était le nombre exact de pièces produites pour Göring. Combien en sont sortis exactement? Ouais. C'est difficile j'ai pas trouvé l'information sur le nombre précis, parce qu'on sait qu'il y en a beaucoup qui sont inachevés. Et cette question de l'inachèvement, pareil, je ne sais pas si c'est dû à de l'absentéisme, si c'est dû à des problèmes de matières premières. Donc, je n'ai pas fait un recensement total des pièces sorties. Et dernière petite précision, vous avez parlé de Nicolas Mufang, qui était le conseiller, c'est ça? Oui. Mufang, M-O-U-F-A-N-G. D'accord. Et qui donc a eu ce rôle assez pivot, effectivement, pour le suivi de toute cette commande, et qui a un parcours assez étonnant. Hein. Il est, je crois, docteur en droit et historien de l'art, puisqu'il a donc aussi dirigé ces deux manufactures allemandes à Karlsruhe et à Berlin, et qu'il est vraiment nommé assez spécifiquement pour le suivi. Et c'est lui qui régulièrement fait des lettres un peu de relance en disant « je ne comprends pas que ça mette autant de temps », et voilà. Et qu'il y ait autant d'absentéisme. Enfin, on sent qu'il est vraiment assez pressant pour la sortie de ce service. D'accord, merci. Attendez, on va vous passer le micro pour que tout le monde puisse vous entendre bien. Une petite anecdote en ce qui concerne un des derniers services de Göring. Travaillant à la manufacture, j'ai travaillé pendant un certain nombre d'années, et en 1975, une brunisseuse m'avait raconté, quand elle travaillait, ils ont fait traîner le dernier service pour qu'il ne sorte jamais. On parle effectivement de cette fameuse résistance passive qui effectivement passe par l'absentéisme et passe par l'allongement, enfin le temps pris sur la création des pièces, mais ce qui a aussi pour effet, vous avez vu la feuille avec les heures supplémentaires qui du coup sont demandées à un certain nombre notamment de peintres de la manufacture. Mais merci pour l'anecdote. D'ailleurs, pendant les bombardements, il y avait des souterrains sous la manufacture et ils allaient se protéger dans ces souterrains, et que je ne sais pas, je ne connais pas. Je n'ai jamais vu l'ouverture. Il existe sûrement des souterrains. Peut-être qu'il y a des pièces aussi. Oui. Est-ce que vous avez une idée Est-ce que les cadres ou les artistes qui étaient à Sèvres sont restés sur place? Je pense au cas de Paul Beyer qui est parti à la borne et qui donc s'est lié à cette période de guerre finalement, et qui a été un élément important finalement du rayonnement de Sèvres au niveau en province et dans le cadre du développement de la borne pendant la guerre.
Alors, est-ce qu'il y a d'autres cas? Est-ce que les gens sont restés? Il y a beaucoup d'artistes qui sont restés, en fait, qui ont continué et qui ont continué du coup également après-guerre. Hein. On parle de Mailhodon, Paul Charlemagne, enfin, c'est vraiment des artistes qui sont restés à Sèvres pendant la guerre. Il y a eu, mais ça, je n'ai pas retrouvé spécifique, enfin, ce n'est pas très clairement notifié dans les archives. Il y a sans doute eu une exemption du STO, du service de travail obligatoire pour les agents de la manufacture, justement pour qu'ils soient pleinement dédiés à ces productions. Par contre, il y a également des courriers qui indiquent qu'à un moment, ils sont prêts à embaucher de jeunes diplômés de l'école des beaux-arts pour venir en renfort en tant que peintre décorateur. Oui, merci infiniment pour ces deux présentations que je trouve moi aussi passionnantes. Et Monsieur Matazaoui, je voulais vous poser... Non, c'est pas... Excusez-moi. Pardon. Je voulais revenir sur votre présentation qui, pour moi, est totalement nouvelle. Donc, je découvre vraiment avec enthousiasme. Et j'ai plusieurs pensées qui m'arrivent. Vous parliez de mode de monstration. On a un peu évoqué la question hier, et notamment des tables basses. En fait, moi, je m'aperçois surtout que les codes sont hyper internationaux et qu'à la même époque, ou quelques années auparavant, à Prague, on retrouve exactement le même mode de monstration. Donc, je me dis, il y a une perméabilité, justement, des façons qui est saisissante. Et justement, ça m'amenait à réfléchir à l'identification des groupes naissants, justement, d'artistes. Et ça faisait aussi me faisait rebondir sur ce dont on a parlé hier, sur les collectifs, sur le désir de se constituer en groupe, d'être dans l'affirmation des individus ou dans l'anonymat. Comment émergent justement après la colonisation ces groupes d'artistes dans la sphère de l'art contemporain, où on voit effectivement enfin, notamment en France par rapport à des groupements liés au modulaire et à l'architecture. Enfin, on voit des tas de groupes se constituer. Donc, comment ça se passe? En gros, les grandes figures évoquées précédemment comme Belkaya, Sheba et Melehi ont étudié en France, en Italie, à Prague. Farid Belkaya, il a étudié 1 ou 2 ans à Prague, le décor de théâtre. Donc voilà, ce sont des artistes de toute façon qui sont de cette génération post-indépendance cosmopolite, qui vont faire affluer des influences justement dans cette perméabilité dont vous parlez. Non seulement parce que c'est des artistes qui sont inclus par exemple dans la première biennale de Paris, début des années 60, dans les tout premiers salons des réalités nouvelles également. Donc voilà, ils sont plus que présents, je dirais, et diffusés en dehors du Maroc, aussi grâce à des relations franco-marocaines avec Pierre Gaudibert, Jacques Lassaigne, des figures comme ça, qui soutiennent ces artistes et qui voyagent au Maroc et qui ont aussi visité l'école des beaux-arts de Casablanca. Donc voilà, c'est tout un réseau de personnes, d'expositions qui se mettent en place. L'école de Paris qui fait toujours office de exclusion, inclusion. L'école de Paris qui est une espèce de caisse de résonance incluant des artistes non européens et à la fois fonctionnant sur une sorte de double bind parce qu'en réalité, dans l'historiographie de l'école de Paris, on peut trouver des citations de grands historiens de l'art français qui ne sont pas non plus super contents qu'on inclue n'importe quel pays ou n'importe quel continent dans l'école de Paris. Donc voilà, votre question, elle est vaste. Hein. C'est vraiment des questions de mobilité, de diffusion des artistes, de leurs pratiques. L'affiche était très importante. L'affiche, c'était un médium aussi, les arts graphiques qui permettaient à ces artistes de faire voyager leur esthétique en dehors du Maroc. Donc voilà, on pourrait multiplier les effets de mobilité, les réseaux de circulation, etc., qui produisent cette perméabilité absolument, qui commence dès le milieu des années 50, en fait. Voilà. Béatrice avait une question.
Mais après, la Biennale, c'est un modèle, pour le coup occidental, qui est vraiment réinvesti et réexpérimenté dans le monde afro-arabe ou asiatique pour la première fois en Iran. La première Biennale de Téhéran, c'est en 1955. Merci beaucoup à tous les deux. Je voulais poser la question de savoir à M. Montazami, vous avez beaucoup parlé des années 70, les 20 minutes imparties obligeaient à ce resserrement aussi. Quelle est la situation aujourd'hui à l'École des Beaux-Arts de Casablanca de la céramique, de l'enseignement de la céramique, aujourd'hui ou entre ces années 70 et aujourd'hui? Est-ce qu'il y a eu une poursuite ou pas du tout? En fait, vraiment, la céramique, ça a été un médium, comme j'ai dit, qui est considéré aussi bien au Maroc à travers le zélige et donc les agencements de carreaux de céramique polychrome, etc., qui sont par terre, sur les murs, sur les plafonds. Enfin, je veux dire, ça pour le coup, c'est clairement une présence de la céramique qui se veut totalement intégrée parce qu'elle nous entoure dans la vie quotidienne, elle fait partie de nos pratiques culinaires, sociales, amicales, etc. Et qui va, pendant la période du protectorat, connaître une espèce de minorisation ou d'invisibilisation parce qu'on met en avant plutôt des poteries ou des manières de sculpture qui sont vues comme les artistes marocains comme folkloriques ou naïves, entre guillemets. Et ensuite, dans la période des avant-gardes post-indépendance, la céramique retrouve cette espèce de lustre de l'art majeur de ces régions, même s'il reste aux marges de la peinture, de la sculpture, de tout ça, sauf quand on parle des grands panneaux intégrés dans les hôtels ou les infrastructures dont j'ai parlé, où là, elle s'exprime de manière beaucoup plus visible et non plus aux marges de la peinture. Et puis, pour ce qui est vraiment de la période actuelle, ce que je peux vous dire, c'est que, honnêtement, il y a peu de choses à dire sur l'École des Beaux-Arts de Casablanca qui, à partir des années 80-90, devient une école un peu qui s'essouffle, qui s'épuise, qui n'a plus cette créativité, qui sort de cet âge d'or qui était guidé par ces artistes. C'est comme ça. Parfois, les âges d'or, ça commence à un moment, ça finit à un autre moment, et après, ça dort, ça roupille, entre guillemets. En revanche, à l'école, à l'Institut national des beaux-arts de Bagdad, que j'ai visité en 2018 avec Zahia Rahmani, on était tous les deux, il y a une profusion et une passion, un enthousiasme pour la céramique qui est total, quoi. Là, vraiment, aujourd'hui, actuellement, c'est quasiment le plus gros département de l'Institut national des beaux-arts de Bagdad, qui inclut aussi le cinéma, le théâtre, l'audiovisuel. C'est quasiment le département de la céramique, quoi. Donc, en Irak, c'est toujours un fer de lance, voilà, un médium privilégié dans cette conversation entre le passé et le présent, quoi. Je vous propose de prendre une dernière question. On va être en retard sur le programme de la journée. Merci énormément à tous les deux. Ce que je trouve très important, c'est effectivement, malgré l'écart temporel et géographique dont il s'agit, c'est quand même l'occasion d'aborder deux histoires qui sont quand même qui ont été largement invisibilisés, tus et qui ont un rapport voilà, avec l'histoire française. Et donc, je me réjouis vraiment que ce colloque ait pu donner lieu à ces introductions voilà, qui, j'espère, vont déboucher sur d'autres recherches et d'autres colloques. Merci énormément. Ouais. Merci à tous. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve dans 20 minutes. Aujourd'hui, vous avez un peu plus de temps, car la pause de 10 minutes n'a pas fonctionné. Donc, 20 minutes, on se retrouve à 11h45.